entier qui n'ont plus rien à espérer. Je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre, à chaque enfant qui disparaît. C'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir, de pouvoir nous appartenir. J'ai vu des enfants s'en aller, sourire aux lèvres et cœur léger, vers la mort et le paradis que les adultes avaient promis. Mais quand ils sautaient sur les mines, c'était Mozart qu'on assassine. Si le bonheur est à ce prix, de quel enfer s'est-il nourri? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ces images émouvantes des funérailles de Julie et Mélissa à Liège, le 22 août dernier, ont fait le tour du monde. Depuis lors, il y a eu aussi les funérailles de Anne et Eefje, deux autres jeunes Belges, victimes, elles aussi, de Marc Dutroux et de sa bande. Et l'enquête n'est pas terminée. La Belgique est en état de choc, mais pas seulement la Belgique. C'est l'Europe tout entière qui se pose des questions. Ainsi donc, ça se passe aussi chez nous. Et tout à coup, les responsables politiques semblent prendre la véritable mesure du problème, de ce fléau qui s'appelle l'exploitation sexuelle des enfants. Nous allons essayer de voir aujourd'hui comment l'Europe peut agir dans ce domaine, mais aussi pourquoi elle n'a pas agi plus tôt et plus fort. Je vous présente nos deux invités. Marie-France Botte, tout d'abord, qui se bat depuis 10 ans contre la prostitution des enfants en Thaïlande et aussi dans les autres pays d'Extrême-Orient. On le verra, ce qui se passe là-bas n'est pas sans rapport avec ce qui se passe ici. Anne André, députée européenne, qui depuis 1994, tempore non suspecto, donc, tente d'obtenir la création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'exploitation sexuelle des enfants et les enlèvements d'enfants. Jusqu'ici, vous avez essayé 2 fois, ça vous a été refusé 2 fois, pourtant vous aviez recueilli la signature de 142 de vos collègues. Est-ce que vous avez une explication à ce refus ? Hélas, non, je n'ai pas d'explication, sinon qu'effectivement le bureau du Parlement et le président en particulier m'a signifié qu'on ne pouvait pas envisager la tenue d'une commission d'enquête au niveau du Parlement européen parce qu'il n'y avait pas violation du droit communautaire, que c'était des problèmes qui ressortaient des États membres, à régler donc par les États membres, et que dans ces conditions, le Parlement pouvait rédiger un rapport via sa commission des libertés publiques sur toute la problématique de la violence à l'encontre des enfants, de la traite des enfants, et que ce rapport serait terminé normalement pour la fin de l'année. Nous avons eu en début d'année déjà un premier rapport qui a été rédigé sur la traite des êtres humains avec un volet sur la traite des enfants, dont j'étais d'ailleurs rapporteur, et qui a été approuvé par le Parlement fin janvier, et c'est vrai qu'à cette époque, le commissaire responsable, je devrais dire la commissaire responsable, puisque c'est Madame Gradin, la suédoise, avait reconnu qu'effectivement, ça n'entrait pas dans les compétences communautaires, mais qu'elle veillerait en tout cas à ce qu'on progresse dans ce secteur via éventuellement une convention européenne. Il y a quelques jours, lors du débat parlementaire sur la question, vous avez parlé de la loi du silence. La loi du silence, ça fait penser un peu à la mafia. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a une mafia pédophile en Europe avec éventuellement des ramifications dans le monde politique et judiciaire? Eh bien, je pense que j'irai jusque-là, oui, effectivement. C'est vrai qu'on n'a jamais voulu prendre en compte ce problème de la pédophilie, que ce soit chez nous, que ce soit en Europe ou ailleurs. Et quand on se rendait compte qu'effectivement il y avait un problème, on était vraiment incrédule. Donc, je pense qu'effectivement, certains, sans doute, sont impliqués dans ces réseaux et ont, jusqu'à présent, préféré se taire que d'agir. Et c'est pas possible. On a tellement tenté, que ce soit sur le plan belge, sur le plan international, Marie-France pourra nous en parler, sur le plan européen, on a tellement de fois tenté d'intervenir et de mettre le doigt dans ce problème. Et jusqu'à présent, on ne nous a pas entendus. Alors pourquoi ce silence? Moi, je ne me l'explique que par le fait qu'effectivement, il y ait des complicités internes à tous les niveaux. Oui, c'est un peu le sens aussi de la question que vous aviez posée, Marie-France Botte, un matin à la radio. Une question, avez-vous bien précisé. L'affaire Dutroux, pour vous, ne pouvait être possible que moyennant certaines complicités. Est-ce que vous avez eu
une réponse à cette question? Est-ce que, à la rigueur, on pourrait étendre cette question au niveau européen? Mais en tout cas, on n'a pas eu de réponse de la part de M. de Clercq à ce stade-ci. Des réponses, j'en ai eu un certain nombre de la part du procureur Bourlet, avec lequel on travaille en étroite collaboration par rapport à l'expérience qu'on a sur les réseaux. Maintenant, que ce soit l'affaire Dutroux comme l'affaire européenne, je crois que l'exemple de l'affaire Spartacus touche une dimension tout à fait européenne. Spartacus est donc ce guide, au départ pour homosexuels, qui a été infiltré par la suite par le monde pédophile. Je crois qu'il faut vraiment faire la différence entre les deux, qui est diffusé tantôt en Allemagne, tantôt en Hollande, qui a été poursuivi en France non-lieu, en Suisse non-lieu, en Allemagne non-lieu, avant d'aboutir en Belgique. Et il faut savoir comment l'enquête est partie de Belgique. Elle est partie parce qu'un journaliste britannique a déposé plainte au niveau de la Belgique pour une poursuite. L'affaire Spartacus montre bien que Spartacus ne survit comme Nambla et comme l'affaire Dutroux que parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont impliquées et qui sont en mesure de protéger ce système. Ce ne sont pas des systèmes qui survivent sur eux-mêmes. Ça, je ne peux pas y croire. Est-ce que vous croyez donc que l'affaire Dutroux, comme on l'appelle en Belgique, pourra aller jusqu'au bout? Ben, en tout cas, tant que le montage restera entre Monsieur Bourlet, Conrot et la justice de Neuchâtel, voilà, la justice de Neuchâtel, je pense, et Monsieur Van Doren en tant que personnalité qui est impliquée dans ce domaine, je continuerai à y croire. Si effectivement le dossier était dessaisi demain, ce que je ne crois pas possible tant que la population belge restera impliquée comme elle l'est, je crois que là on aurait de réelles raisons de s'inquiéter. Qu'est-ce qui vous a poussé, Anne-André, en 1994 déjà, à demander cette commission d'enquête? Est-ce que vous aviez des informations particulières à l'époque, ou est-ce que c'était une conviction personnelle plutôt? Je dirais même déjà en 92, parce qu'en fait j'avais introduit une première demande en 92. On m'avait répondu que c'était trop tôt, qu'on était trop proche des élections, enfin bref, des réponses qui n'en étaient pas. Donc c'est vrai qu'en 94, tout de suite après les élections européennes, j'ai fait cette deuxième tentative. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi on n'a pas voulu à cette époque-là. Je ne sais pas, vraiment. Mais vous avez voulu pourquoi? Moi, j'ai voulu parce que j'avais eu connaissance, comme tout le monde, et les actions de Marie-France Botte, ce tourisme sexuel dont on commençait enfin à parler, nous avait effectivement incité à faire des recherches dans ce domaine-là. Et moi, j'avais été effarée de constater le nombre d'enfants prostitués en Europe, chez nous, dans nos 15 États. Que ce soit à Paris, à Bruxelles, en Allemagne, où il y en a quand même, on cite 30 000 enfants qui se prostituent en Allemagne, on cite 2500 à 3000 enfants en Belgique, pareil à Paris. Quand j'ai appris ces chiffres, je me suis dit que c'était pas possible et qu'il fallait faire quelque chose. Et puis il y a eu l'affaire de la petite... Brichet, donc c'est vrai qu'à cette époque-là, on a d'ailleurs fait venir sa maman au Parlement, et c'est à la suite de tout ça qu'on s'est... C'était un premier enlèvement en Belgique. Oui, c'était un premier enlèvement, donc malheureusement, on a évidemment fait beaucoup moins de cas que cette fois-ci, et c'est toujours pas réglé d'ailleurs, parce que les parents de cette pauvre petite Elisabeth ne sont toujours pas informés du sort qui a été réservé à leur fille. Donc c'est vrai que c'est à cette époque-là que, en tout cas moi, j'ai pris conscience qu'il fallait absolument faire quelque chose au niveau européen. Vous allez réintroduire une troisième fois votre proposition? Vous avez une chance de passer cette fois-ci, si j'ose dire? En fait, nous avons eu un débat à Bruxelles la semaine dernière, mais un débat qui n'était qu'un débat. Ça ne s'est pas clôturé par une position du Parlement, il n'y a pas eu de résolution. Et donc les groupes politiques ont décidé d'introduire une nouvelle résolution d'urgence à Strasbourg la semaine prochaine. Nous verrons à l'issue de cette résolution ce qui va se passer, mais cela n'empêche qu'en tout cas moi j'ai déjà préparé, et elle sera déposée en temps utile, une nouvelle demande de commission d'enquête. Et je ne pense pas qu'on pourra à nouveau me répondre qu'il n'y a pas de violation du droit communautaire. Il y a maintenant un dysfonctionnement à l'intérieur d'un État membre au niveau de la police, au niveau de la justice. C'est déjà suffisant pour mener une enquête au niveau européen. Il y a des réseaux, on les connaît, on sait qu'il y a des réseaux nationaux mais aussi internationaux. On sait qu'il y a la traite, on sait qu'il y a des enjeux économiques particulièrement importants, on sait qu'il faudrait une meilleure coopération et un meilleur échange des informations. Tout ça, à mon avis, peut faire l'objet effectivement d'une commission d'enquête au niveau parlementaire. Oui, moi je voudrais rajouter que justement l'histoire de Julie et Mélissa et de toutes les autres victimes découvertes aujourd'hui ou qui ne le sont pas encore montre bien que l'utilisation de ces cassettes vidéo pornographiques d'enfants n'ont pas fait uniquement l'objet d'achats en Belgique. Et ça, c'est aussi une question qui est internationale. Il est évident qu'aujourd'hui sont sur le marché un certain nombre de cassettes produites en Belgique sur le marché hollandais, allemand, italien et de d'autres pays de la communauté. Donc ce n'est pas un problème qui peut être analysé uniquement au sein de la Belgique,
Belgique, mais bien, je veux dire, sur le plan communautaire et international. Et là où il y a quelque chose qui est très inquiétant par rapport à la Belgique même, c'est qu'on avait quand même déjà eu une sonnette d'alarme très importante en 91 avec l'affaire du Criès, très importante en 93 avec l'affaire de Spartacus, et de 93 jusqu'à la disparition des fillettes, et la série est longue, y compris en partant par Elisabeth Brichet en 91, la question ne s'est jamais posée au niveau de nos stratégies s'il y avait réseau ou pas. Mais est-ce qu'une autre explication de cette relative indifférence du monde judiciaire et politique, ça n'est pas aussi le fait que ça se passait essentiellement ailleurs, dans le tiers-monde, et que ça n'avait pas pris l'ampleur médiatique que ça a peut-être pris en cette fin de mois d'août? Oui, sauf que je pense que l'erreur principale qui a été commise, que ce soit par la Belgique et qui continue d'être commise par un certain nombre d'autres pays qui n'ont pas été dans des faits aussi dramatiques que ce qu'on vient de vivre, c'est que notre incapacité d'accepter que l'inacceptable était possible. Or, je veux dire, pour les gens qui sont investis dans ce lobby comme vous, comme nous, comme des tas d'associations, je veux dire, on a toujours parlé du tourisme sexuel d'Européens qui allaient en Thaïlande abuser sexuellement d'enfants, au Cambodge, aux Philippines ou au Brésil, mais on a aussi toujours dit que ces Européens revenaient au pays. Or, on a l'impression tout à coup que l'information n'est passée que dans sa première phase, qu'on était tous prêts à entendre que des enfants étaient condamnés en Thaïlande, au Cambodge ou ailleurs de par ce problème de pédophilie et souvent de séropositivité après, mais que la seconde partie dont on a toujours parlé du fait que ces gens revenaient au pays, revenaient en Belgique, revenaient en France, revenaient en Italie, qui n'allaient pas pendant 11 mois mettre leur pulsion sexuelle à l'égard des enfants au frigo, que donc ils allaient consommer dans les piscines le mercredi après-midi, qu'ils allaient tenter d'avoir des contacts avec les enfants. Et ça n'a jamais été pris en compte. Ce qui est quand même, je veux dire, c'est pas un sujet, quand vous dites médiatiquement on en a parlé, on en a peu parlé. Je veux dire, on a beaucoup parlé du tourisme sexuel dans les pays d'Asie, mais je peux vous assurer que si vous reprenez les articles de presse, vous retrouvez dans les textes le fait qu'on a toujours dit aussi que ces gens rentraient en Europe et que le problème ne changeait pas. Or, cette phase-là, c'est comme si le système politique et social avait été incapable d'accepter que c'était possible. C'est ça qui a condamné ces enfants à mourir dans l'affaire du trou, comme dans d'autres affaires qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est au moins de l'aveuglement. C'est au moins de l'aveuglement. Moi, je crois que c'est de l'inconscience sur le plan des décideurs et c'est d'avoir été clairement incapable d'accepter que chez nous c'était possible. Et je crois que la Belgique est encore moins, je dirais, pardonnable que les autres parce qu'on a eu 2 grosses affaires en 5 ans et que ça méritait au moins, quand les parents se sont manifestés sur cette question, comme Madame Brichet, comme Monsieur et Madame Rousseau et le jeune, en disant nous pensons que, en tant que parents, peut-être aurait-il été important de les entendre et au moins d'émettre l'hypothèse. Bien, mais est-ce que dans d'autres pays, la justice et les gouvernants se comportent mieux, sont plus ouverts, sont plus accessibles? Mais je pense que l'Europe en général a un appareil sur le plan judiciaire au niveau des lois qui n'est pas fondamentalement mauvais. Je crois que la Belgique a un appareil sur le plan technique qui légalement devrait bien fonctionner, et voilà, et qui est un des meilleurs. Le problème, c'est l'application, et que à partir du moment, je veux dire, où on se retrouve dans un système où les gens qui décident, où les gens de la police ne savent pas ce que c'est qu'un pédophile, parce que appelons un chat un chat. Je veux dire, quand on se retrouve, je veux dire, dans l'affaire de la grâce royale, rappelez-vous en Belgique, où un pédophile est libéré à 75 ans, et où tout à coup, dans une discussion avec le cabinet de Monsieur de Clercq, je veux dire, on finit par se fâcher parce qu'on finit par me dire, Madame Bott, que voulez-vous qu'un pédophile fasse encore à 75 ans? Mais tout, Monsieur Moucheron, tout est possible, y compris encore de tuer un enfant. Ce qui montre que nos décideurs et les gens qui sont impliqués sur le plan policier, sur le plan de la police et des prisons, ne sont pas réellement au courant de ce que c'est que cette pathologie. Donc les 3/4 du sujet leur échappent. Donc il y a des lois, mais qui restent essentiellement pour le moment des lois nationales. En termes européens, il n'y a aucune politique commune. Et même cette fameuse conférence intergouvernementale n'avait pas prévu d'inscrire ça à son programme. Non, effectivement, la CIG n'avait pas prévu. Le Parlement a proposé que soit inscrit dans la révision du traité de Maastricht la problématique de la traite des êtres humains. Le Parlement. Le Parlement l'a proposé. Et donc, dans le cadre de la traite des êtres humains, bien sûr que la traite des enfants est comprise. C'est un premier pas. Le pas le plus important à franchir, c'est effectivement d'approfondir, de renforcer le 3e pilier, ce qu'on appelle le 3e pilier du traité de Maastricht, pour parler clair pour vos téléspectateurs, c'est tout le volet, effectivement, justice. Et tant qu'on n'aura pas avancé dans ce secteur-là, on ne pourra rien faire, parce qu'on est pieds et poings liés. Effectivement, ça dépend toujours à ce moment-là des systèmes nationaux. Le 3e pilier permettra de renforcer la coopération judiciaire et policière dans le cadre de ce qu'on appelle Europol. Mais comme vous le savez, malheureusement, Europol, qui devrait exister, n'existe toujours pas parce que n'a pas été ratifié par les différents États membres. Parce que certains pays, je ne vais pas les citer, mais parce que certains pays sont tout à fait réticents à ce que l'on ratifie Europol. Et
encore une fois, Europol a été prévu uniquement pour combattre la drogue et tout le système mafieux et le blanchiment au niveau de la drogue. Maintenant, ce qui est proposé, parce qu'on évolue et les événements tragiques qu'on a connus font que chacun veut effectivement avancer dans le dossier, ce qu'on propose maintenant, c'est de créer une cellule à l'intérieur d'Europol qui s'occuperait uniquement de tous ces problèmes liés à la pédophilie et à l'exploitation sexuelle. C'est le Parlement qui propose, mais ici, en l'occurrence, vous avez une bonne chance d'être suivi par le Conseil et les gouvernements. Tout à fait. Il y a eu une réunion le week-end dernier des ministres des Affaires étrangères. Nous avons d'ailleurs entendu le ministre des Affaires étrangères irlandais, qui a la présidence pour le moment, nous faire rapport à la Commission sur ce qui avait été décidé suite notamment au congrès de Stockholm. Et c'est vrai que des mesures vont être prises, il nous l'a annoncé. Il n'a pas voulu encore définir ces mesures. Il a aussi annoncé qu'un agenda bien précis était prévu, mais il a laissé le soin aux ministres de la Justice qui se réuniront les 26 et 27 septembre d'annoncer ces mesures, et on peut donc s'imaginer qu'il y aura sans doute du nouveau intéressant à apprendre. D'accord, donc il y aura peut-être un progrès qui sera fait à cette occasion-là, et ça devra se traduire en tout cas dans les textes de la conférence intergouvernementale. Ça, c'est pour l'année prochaine au plus tôt. Mais il y a quand même, dans cette fameuse affaire du trou, pour y revenir, quelque chose qui est assez étonnant, c'est que malgré les difficultés de coordination internationale, on a fait appel à des spécialistes américains, à des chiens allemands, à du matériel hollandais, à du matériel anglais, et ça a marché. Parce qu'il y avait une volonté, mais bon, c'est à une échelle plus petite, mais je crois vraiment que quand les polices veulent collaborer, c'est possible. On n'a pas besoin d'avoir des lois européennes pour en arriver là. Vous l'avez vu maintenant, il y a eu cet élan de solidarité de la part des autres pays européens, et c'est bien la preuve qu'il y a une volonté, en tout cas à un niveau peut-être plus bas. J'espère que la volonté ira croissante. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est dommage que cette volonté n'existe que dans des situations de crise et d'extrême. Il faut toujours évidemment qu'un malheur arrive. Ça, c'est quand même un petit peu aberrant, parce que cette collaboration, elle aurait pu être établie précédemment, si effectivement les gens qui géraient cette enquête avaient pu émettre l'hypothèse qu'on était dans un réseau de pédophilie. Bon, est-ce qu'on peut dire que tous les pays européens sont touchés de la même façon? On a pas mal parlé de la Belgique, bien sûr, de la France, de l'Allemagne, un peu de la Grande-Bretagne. Est-ce que ça veut dire qu'ailleurs ça va mieux, ou on cache mieux les choses, ou on a moins d'informations? Il y a des pays, je pense que vous serez d'accord avec moi, qui sont plus laxistes que d'autres. À partir du moment où, du type Hollande, on a une possibilité, je veux dire, de maturité sexuelle à l'âge de 12 ans sur le plan légal. Aux Pays-Bas, maintenant, la maturité sexuelle est considérée à partir de 12 ans. Bah, effectivement, le cadre légal protège beaucoup moins les enfants que si la loi dit que ça ne sera pas avant 18 ans et que avant cet âge, vous restez dans un cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant et d'une certaine protection. Ça, je veux dire, c'est un petit peu différent d'un pays à l'autre. Je veux dire, à Stockholm, où a eu lieu le congrès, on sait très bien que la possession de cassettes pornographiques d'enfants n'était pas condamnable. La reine a entre autres pris une position sur cette question. D'un pays à l'autre... Partie de la liberté. Voilà. D'un pays à l'autre, je veux dire, les stratégies diffèrent. On se dit qu'il y a là une harmonisation colossale à faire et que ça risque de prendre pas mal de temps. Oui, d'abord à l'intérieur de chaque État. Pas de législation sur la recherche des disparus. Et puis Luxembourg, tout proche de nous, n'a pas prévu dans sa législation une cellule de recherche des personnes disparues. Donc déjà au niveau des États, il y a des incohérences, et puis au niveau européen, ça va être un travail colossal. Est-ce que ça va prendre des années? Est-ce que pendant ce temps-là, les réseaux mafieux vont pas prendre, les réseaux de prostitution et les réseaux de trafic d'enfants vont pas prendre des années d'avance? Mais le problème, c'est qu'on voit très bien sur le plan international, c'est que là où la Belgique va mettre 2 ans à mettre en place une petite stratégie, eh bien, les réseaux internationaux qui trafiquent au niveau des enfants, eux, auront pris leur disposition en 3 mois. Et ça se voit très clairement sur le plan de la Thaïlande comme exemple, c'est que depuis 1993, le gouvernement thaïlandais a réagi, a mis en place en tout cas un arsenal légal et des poursuites à l'égard des agresseurs sexuels d'enfants. Ben, que voit-on? En moins d'1 an, on a vu le Cambodge tout à fait se désintégrer par la présence de pédophiles et de réseaux entiers qui s'alimentent au niveau des enfants de la rue. Parce que pauvreté, parce que cadre légal inexistant, parce qu'instabilité politique, et surtout parce que beaucoup moins de risques que ce qu'on peut trouver aujourd'hui en Thaïlande. Donc ce sont des réseaux qui se sont toujours réorientés en fonction des cadres et qui se déplacent. Maintenant, ils se déplacent vers les pays de l'Est. On l'a vu en Roumanie. On va parler des pays de l'Est parce que c'est important. Donc ça veut dire que ces pays qui un jour européenne, vont entrer dans l'Europe, dans l'Union européenne, à mon avis, dès à présent, il faut prévoir une collaboration, une coopération
avec ces pays dans ce cadre-là, parce que sinon, et c'est maintenant ça va encore être plus catastrophique. Donc, le débat doit s'instaurer dès à présent, et on l'a signalé d'ailleurs dans les urgences qu'on a déposées au Parlement et dans tous les débats, ça a été dit, et je pense qu'il faudra vraiment en tenir compte. Oui, venons-en au pays de l'Est, justement. Il est clair que maintenant, la Hongrie, notamment, est devenue une plaque tournante de cette production et de cette diffusion de cassettes pornographiques. C'est là que ça se passe. Mais de diffusion, mais aussi de consommation directe, parce qu'il est effectivement plus confortable pour Monsieur X, qui est belge ou hollandais, de se rendre en Hongrie pour le week-end que de faire 10 000 km pour venir en Asie du Sud-Est, tout en sachant que la Hongrie n'a pas de cadre de protection à ce niveau-là, que la situation économique fait que tout est monnayable, point de vue argent, dollar ou Deutschmark. La Hongrie n'est pas le pays le plus pauvre de l'ancien bloc de l'Est. On est bien d'accord, ça n'est pas le pays le plus pauvre, mais ce n'est quand même pas un pays qui économiquement est dans une stabilité spectaculaire en ce moment. Donc forcément, il y a des déplacements de population vers la capitale, il y a des enfants qui rentrent dans le système plus par pauvreté économique que par toute autre chose, que par simplement kidnapping, comme on peut le voir en Asie du Sud-Est. Bon, on en revient au cas du trou, une fois de plus, pour évoquer un autre problème. Bon, est-ce qu'il est, lui, d'abord un pédophile ou d'abord un trafiquant? Là, ce sera sans doute à la justice belge de trancher. C'est peut-être les deux en même temps, d'ailleurs. Mais en dehors de ce cas spectaculaire, qui est loin d'être le plus fréquent, quand même, on ne parle pas ou on parle peu de cette pédophilie ordinaire, qui est quand même la plus importante chez nous, disait-on, à moins que les choses changent, et qui est cette pédophilie familiale ou entre amis, je dirais. Oui, mais je crois que le cas Dutroux touche cette pédophilie là aussi. Parce que M. Dutroux est une personnalité, comme vous disiez, bien particulière, probablement très psychopathe, qui n'est pas uniquement pédophile, mais trafic des êtres humains en général, trafic de l'argent et des voitures. En dessus de M. Dutroux, vous avez M. Nioul, qui est clairement impliqué dans le kidnapping et la diffusion des cassettes vidéo pornographiques d'enfants, donc qui est un maillon important. Mais M. Nioul a alimenté toute une série de gens en dessous et au-dessus du système, qui étaient de simples consommateurs pour certains, et d'autres de réels abuseurs. Donc, le cas Dutroux, je dirais, il rassemble à la fois le réel du trafic et la pathologie pour en arriver à un système comme celui-là, mais il implique aussi le consommateur moyen, qui, moyennant finance, va essayer d'avoir cette cassette vidéo pornographique, qui, en l'achetant, va forcément provoquer le kidnapping de d'autres enfants parce qu'il alimente le système, et on sait très bien, je dirais aujourd'hui, qu'un certain nombre de cassettes qui ont été produites par Marc Dutroux se trouvent en circulation en Allemagne, en Hollande, et probablement dans d'autres pays, parce qu'il est moins risqué de diffuser vers l'extérieur, tout en prenant ces cassettes de l'extérieur, donc de Hollande, pour les réinsérer vers la Belgique. Donc l'affaire Dutroux, c'est un tout. C'est l'histoire du trafic international et national, mais c'est l'histoire du pédophile tout court. Oui. Je veux dire, M. Nioul est probablement le type même de l'abuseur aussi. C'est ça. Ma question est peut-être un peu plus, doit être formulée plus précisément. Jadis, avant cette affaire Dutroux, avant l'éclatement de ces affaires, on disait que, notamment pour les petites filles, l'essentiel de la pédophilie et l'essentiel des actes qu'elles avaient à subir se passait au sein de la famille, au sein, dans un cercle restreint d'amis. Est-ce qu'on est encore sensible à cet appel à des choses? Est-ce qu'on risque pas de le perdre de vue? Non, moi je pense d'abord on ne peut pas le perdre de vue parce qu'on sait qu'effectivement 80% plus ou moins des cas se passent effectivement dans la famille, que ce soit le père, le frère, le grand-père, l'oncle. C'est 80% dans les familles, ce qui veut dire qu'effectivement il y a tout un travail là aussi à réaliser. J'espère qu'on a également pris conscience du phénomène extraordinaire maintenant que ça implique et que au moins les assistants sociaux, les écoles, enfin à mon avis il y a un travail colossal à faire parce qu'effectivement, il y a aussi une chose, c'est que les enfants maintenant osent davantage parler. On s'est rendu compte, même pendant l'affaire Dutroux, que certaines petites filles dénonçaient l'un ou l'autre, parce que maintenant on ose. Jusqu'à présent, je pense que cette loi du silence, elle a joué également pour les victimes, qui effectivement avaient tellement peur d'être elles-mêmes condamnées et l'opprobre jeté sur eux, que ces enfants ne disaient rien. Donc, je pense que par tout le travail effectué, notamment dans les écoles, par les assistants sociaux et autres, il faudra maintenant une prise de conscience nationale mais aussi européenne, parce que ça se passe partout, il n'y a pas que chez nous. Hein, et en sachant que le seul moyen de prévention reste les enfants. Donc on sait que la prévention n'influencera jamais le comportement du pédophile classique, réseau ou individuel, donc que le seul moyen de changer ce système, c'est que les enfants soient de plus en plus tôt au courant, avec les mots adéquats, avec des parents qui puissent comprendre et assister, des grands-parents, un cercle familial soutenu à ce niveau-là ou les écoles, mais que c'est en apprenant aux enfants à dire non et à repérer les situations à risque qu'on évitera ce type de situation.
Il faudrait peut-être aussi être parfois plus prudent dans certaines publicités. Vous savez, moi, je trouve que certaines publicités actuellement sont quand même assez tendancieuses pour un esprit un peu tordu et perturbé. Hein. Il y a aussi un autre aspect dont on a peu parlé jusqu'ici, mais qui se développe, c'est Internet. C'est déjà la criminalité du XXIe siècle. Oui, cela, Léon Brittan, le commissaire, l'a évoqué devant le Parlement. Il a reconnu lui-même que ce n'était pas facile. Non, c'est pas facile, parce que c'est vrai que le réseau Internet, c'est les nouvelles technologies, c'est l'avenir, et c'est aussi une manière de s'exprimer, c'est l'anonymat, mais ça fait partie de la liberté d'expression et la liberté de chacun. Est-ce qu'il faut fliquer Internet alors, moi, je pense que de toute façon, on l'a annoncé, des mesures doivent être prises pour effectivement avoir un contrôle à ce niveau-là. Ça ne va pas être simple, ça, il ne faut pas se faire d'illusions, ça ne va pas être simple. Et j'ai d'ailleurs, encore une fois, je ne suis pas suspecte, mais au mois de juillet, début juillet, avant qu'on éclate l'affaire du trou, j'ai questionné, j'ai envoyé une question écrite à la Commission pour demander précisément ce que la Commission comptait faire dans le cadre d'Internet pour essayer de mettre un terme à cette diffusion pédophilique. Je n'ai toujours pas reçu de réponse. Dernière question, parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission. À Stockholm, le ministre belge des Affaires étrangères a proposé la création d'une juridiction, un tribunal pénal international pour lutter contre la pédophilie. Vous souriez toutes les deux. Ça veut dire quoi? C'est un petit peu aberrant dans le sens, je veux dire, vous voyez très bien que le tribunal international, à l'égard de ce qui s'est passé en Yougoslavie, au Rwanda, dans des phénomènes qui ont entraîné la mort quand même de milliers, voire de centaines de milliers d'individus, ne fonctionne pas. Ou en tout cas reste terriblement imparfait aujourd'hui. Que ce soit en plus une proposition qui soit faite par un ministre belge dans la situation actuelle dans laquelle on est, ce qui montre qu'on a été incapable de gérer cette affaire de A à Z et les affaires de pédophilie en général, me fait sourire parce que c'est une attitude qui me paraît un petit peu démagogique, qui permet de rassurer tout le monde et qui, à mon avis, ne verra pas le jour. Si c'était pas aussi tragique, c'est vrai qu'on en rigolerait. Je trouve vraiment que c'est une proposition tout à fait démagogique dans le cadre actuel de la situation que nous connaissons. Je dis comme Marie-France Bott, c'est vrai que pour la Yougoslavie, ça ne fonctionne pas. Ils ont été condamnés, hein, ils sont toujours en liberté en Yougoslavie. Ça ne fonctionne pas pour le... Oui, ils sont cherchés. Ça ne fonctionne pas pour le Rwanda, ça ne fonctionne nulle part, il faut bien le dire. Et donc vous imaginez qu'on va mettre tout en branle pour essayer de retrouver un Allemand, un Italien, un Français, un Belge qui a abusé d'un petit Thaïlandais. Laissez-moi rire. Hein. Oui, vous imaginez que dans la pratique, ce sera tout à fait impossible. Donc lancer des affirmations et des belles paroles de ce type-là, je crois vraiment que c'est berner les citoyens. Bien, mesdames, merci de votre participation à cette émission. Je me contenterai pour conclure de faire une citation, peut-être, c'est le ministre allemand des Affaires étrangères, Klaus Kinkel. L'Europe, a-t-il dit, peut difficilement défendre les droits de l'homme partout dans le monde et ne pas s'occuper sérieusement en même temps de protéger les enfants victimes de la pédophilie. Ce crime, a-t-il ajouté, est une véritable tache noire sur l'âme des Européens. Si vous avez, vous, des commentaires, des questions ou des remarques à faire à propos de cette émission, je vous rappelle notre adresse, Objectif Europe, RTBF, 1044, Bruxelles, Belgique. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.